Nous allons donc procéder à l'appel et donc on me dit que c'est Julien Veillère qui est notre Benjamin de l'Assemblée ce soir. Voilà. Merci, monsieur le maire. Monsieur Bertrand Hingot. Monsieur Alain Merlin. Madame Michèle Kerkhoff-Lefranc. Monsieur Daniel Villemot. Doit arriver. Madame Marie-Madeleine Dubois. Monsieur Alain Bonneface, excusé de ne pouvoir à monsieur Villemot, qui va arriver plus tard. Madame Laurie Verstrat. Présente. Monsieur Raoul Defruy. Julien Veillère présent. Monsieur Claude Wadou. Monsieur Jean-Pierre Herbez, excusé de ne pouvoir à monsieur De Vos. Monsieur Michel Canon. Madame Claudine Barbier. Madame José Bleuet. Monsieur Bruno Marcil. Madame Valérie Genevet. Madame Emmanuelle Perry. Madame Lise Blancard. Madame Christelle Donneville. Monsieur Laurent Notbar. Madame Nathalie Rio. Madame Karine Van der Straten. Madame Annabelle Sala. Madame Aurore De Vos. Monsieur Cédric Liagre. Monsieur Julien Guérard. Monsieur Maudou Fall, excusé de ne pouvoir à Madame Bossard. Madame Liana Vandewal, excusée de ne pouvoir à monsieur Defruy. Madame Maria Alvarez, absente. Madame Christelle Hénon, excusée de ne pouvoir à Madame Alvarez, donc absente. Madame Angélique Favrez, absente. Voilà, monsieur le maire. Merci Julien Veillard. Donc le quorum étant atteint, nous pourrons délibérer valablement. Avant de lever la séance pour permettre à Philippe Fanucci de s'exprimer, je voudrais que nous ayons une pensée pour mon prédécesseur qui nous a quittés le jeudi 4 août 2022 dans sa 84e année. Léon Pagnier, que beaucoup d'entre vous ont connu, avait pour première passion la mer. À 16 ans, en 1954, il entre à l'école d'apprentissage maritime de Grand-Fort-Philippe, puis à l'école de perfectionnement du Portel. Il obtient son brevet d'officier mécanicien de 3e classe, puis celui de 2e classe en 1966. Après avoir rempli ses obligations militaires, il devient officier mécanicien pour ensuite exercer 6 ans à la centrale EDF en tant que chef de bloc. Il travaillera ensuite comme inspecteur technique chez Bosch, puis il retourna à ses premiers amours en 1975 comme chef mécanicien à la société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage jusqu'en 1991, où il fait valoir ses droits à la retraite. Léon Pagnier était également un passionné de vélo. Il s'est investi au sein de l'USG Cyclisme et organisa les championnats de France des écoles de cyclisme. Il débuta également une carrière politique en tant que conseiller municipal de 1983 à 1989, puis d'adjoint au maire dans l'équipe d'Albert d'Anvers de 1989 à 1995. Il se présenta en 1995 aux élections municipales et devient maire de Gravelines jusqu'en 2001. Durant son mandat de maire, il a mené différents chantiers, comme la fusion du centre social et de la maison pour tous, donnant donc lieu naissance à l'association Atouville, mais aussi la construction de la cuisine centrale et du complexe tennis et squash près de Sportica. La rénovation de l'avenue Léon Jouot et la mise en service du réseau câblé de télédistribution sont également des actions de son mandat. Léon Pagnier a également adopté une action en faveur des entreprises, en raccourcissant notamment les délais de règlement de notre collectivité. Il met en place les délégations auprès des conseillers municipaux avec une redistribution des indemnités à chaque membre de la majorité. Côté sport, il crée les stages sportifs et sur le plan de la formation locale, il crée le municipal durant donc cette période de 1995 à 2001. À partir de 2008, il continua de siéger au conseil municipal avec certains d'entre nous jusqu'en 2014. Léon Pagnier était également président de l'Office du tourisme durant son mandat de 1995 à 2001, président du CIVAM de la A et président de Sportica. Je présente bien évidemment notre nom à tous, nos condoléances sincères à son épouse, à sa famille et à toutes celles et ceux qui ont pu le côtoyer dans son mandat. Je vous propose d'observer une minute de silence. Merci.
Donc je lève la séance pour permettre à Philippe Fanucci de bien vouloir nous exprimer un peu une avancée du projet des CNF et donc nous parler de la réussite, qu'on peut dire assez exceptionnelle tout de même de ce groupe sur une seule génération. C'est ce qui m'avait aussi assez interpellé lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer le dirigeant fondateur, M. Fanucci. Merci Monsieur le maire, Madame et Messieurs les élus, Madame, Messieurs. Je suis ravi de pouvoir faire un point d'avancement de notre projet, tout comme j'avais été ravi la première fois de présenter le projet lors de la cérémonie des vœux il y a de ça déjà quelques années, en 2018. Donc un petit point sur l'avancement du projet. Tout d'abord un petit rappel de ce qu'est le groupe SNF. Donc notre vocation, c'est de traiter l'eau pour un monde durable. Je serais tenté de dire, dès que l'on a de l'eau, on a une possibilité de faire en sorte que cette eau soit préservée, traitée ou économisée. Donc on est un groupe de chimie. On est le premier producteur mondial de ce qu'on appelle des polyacrylamides. Alors c'est un nom barbare, mais ce sont des polymères qui ressemblent à des toutes petites billes blanches et qui ont l'avantage d'être en particulier biodégradables. Donc c'est un peu leur vocation. Notre chiffre d'affaires a été de 3,6 milliards l'année dernière. Nos ventes sont multipliées par 2 en 10 ans. On a plus de 400 000 utilisateurs finaux. Pour le traitement de l'eau, qui est notre cœur de métier, cela représente 850 millions d'habitants, 10 000 sites industriels. Le groupe a presque 7 000 employés dans le monde et en termes de parts de marché, on a 48% des parts de marché. On possède 21 usines, Gravelines sera la 22e. Les facteurs du succès, c'est quoi? C'est une excellence en matière de fabrication. On a justement, c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir cette notion d'excellence, de ne pas se faire entre guillemets repérer, mais dans le bon sens du terme, non pas parce qu'on se cache, mais au contraire parce qu'on n'a rien à dire nous concernant. On a une expertise en chimie, en engineering. Je crois que l'une des forces également, c'est que le groupe SNF n'a jamais externalisé son savoir, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés externalisent leur bureau d'études, externalisent leur recherche, etc. Au contraire, pour SNF, ça a été quelque chose d'important de conserver cette maîtrise. Et ce qui nous permet d'avoir des innovations. Et comme le faisait remarquer Monsieur le maire, tout ça c'est sur une génération, étant donné que la société a été fondée en 1978 par Monsieur Pic, qui est toujours en activité à 82 ans, je pense, maintenant. Alors à quoi servent nos produits? On a plus de 1000 produits qui représentent 1500 brevets. Donc en fait, nos produits permettent de faire 3 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle la flocculation, c'est la séparation entre un solide et un liquide. C'est le basique de fonctionnement d'une station de traitement des eaux. L'eau rentre sale, entre guillemets, et grâce à nos produits, elle peut ressortir plus propre. Donc c'est utilisé dans les mines également en papier. Le deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la modification de la viscosité, c'est-à-dire que notre produit va permettre de rendre un mélange plus fluide ou moins fluide. L'exemple caractéristique, c'est le gel douche. Si on n'avait pas de polymère équivalent au nôtre, le gel douche, ce serait de l'eau douce, c'est-à-dire que ce serait de l'eau. Donc, ou le gel hydroalcoolique, justement, contient des polymères équivalents aux nôtres. Donc c'est utilisé en cosmétique pour les crèmes, par exemple. Et la troisième caractéristique, c'est la réduction de la friction, c'est-à-dire qu'on est capable de passer un plus grand débit dans un même tuyau. Donc ça permet, entre autres, de faire des économies d'énergie.
Donc en fait, notre marché est lié à la raréfaction de l'eau. Et c'est justement quelque chose sur lequel on est très vigilant. Donc le projet Flowcrill en quelques mots. Donc Flowcrill, c'est une filiale 100% donc, du groupe SNF. L'objectif de pourquoi finalement on a choisi et on est venu s'installer, c'est pour répondre à la demande du marché mondial qui est en extension. L'exemple caractéristique, c'est aujourd'hui plus personne ne rejette ou ne souhaite rejeter de l'eau polluée. Donc forcément, il faut des polymères ou des équivalents de polymères que l'on fabrique. Et donc le projet, c'est parce qu'il y a une demande mondiale. Et puis également, c'est un projet stratégique, c'est-à-dire qu'on va produire des molécules qui n'existent pas ou qui ne sont pas produites au sein des SNF, en tout cas en France. On va en particulier produire une molécule qui aujourd'hui est fabriquée au Japon, dont on a acheté les droits. Une molécule, on a un projet pour construire une unité qui va fabriquer à Gravelines une molécule qui est fabriquée qu'aux États-Unis pour le groupe. Une troisième qui n'est fabriquée qu'en Chine. Donc vraiment, Gravelines va devenir une sorte de plaque tournante stratégique pour le groupe. Alors pourquoi Gravelines? Parce que c'est au nord de l'Europe. Donc on a un accès facile aux matières premières qui viennent essentiellement du nord de l'Europe. On va utiliser la logistique maritime pour exporter un peu partout. Et puis, donc, en termes de terrain, on s'est implanté sur un ancien terrain du grand port maritime de Dunkerque, ce qui nous permet d'avoir d'avoir eu un très faible impact au niveau environnemental, étant donné que le terrain était déjà, entre guillemets, industrialisé. Et puis, ce qui permet d'avoir une possibilité de s'étendre par le futur. Donc c'est vraiment un projet qui est adapté à la capacité de notre groupe et puis à sa stratégie. Alors pour vous parler de l'avancement du projet, la meilleure chose c'est de vous montrer un petit peu ce que l'on a. Donc en fait, que construit-on? On construit 3 unités de fabrication de monomères et de polymères. Les monomères, c'est les briques élémentaires du polymère. On met plusieurs monomères l'un à côté de l'autre et on fait un polymère. Donc on construit 3 unités en même temps. Un parc de stockage, naturellement, un entrepôt de stockage, mais aussi donc un réseau ferroviaire, une sous-station électrique, une usine de traitement de l'eau, et puis également donc un bâtiment administratif, des locaux sociaux et un poste de garde, entre autres. Donc vraiment, on part de zéro pour construire une usine opérationnelle. Donc la photo que l'on voit, ce sont des petits réservoirs qui vont être utilisés pour l'une de nos unités. Les travaux sont adaptés à la taille du site. Donc tout ce qui est travaux de viabilisation, donc tous les réseaux enterrés sont quasiment finis. Et donc là, ce que l'on voit, alors je pense que vous pouvez distinguer surtout dans la photo de droite la dimension des canalisations par rapport à la personne qui est à l'intérieur. Donc nos réseaux d'eau pluviale, par exemple, doivent faire 2 mètres de diamètre. Là, vous revoyez d'autres dimensions de réseaux, donc toujours ces fameux réseaux enterrés où on a, pour vous donner une idée, le terrain fait 900 mètres. Donc on a 900 mètres de long sur 400 mètres de large. Donc il faut avoir des réseaux suffisants pour pouvoir évacuer toute l'eau dans le cas où. On a réalisé un bassin d'orage. Donc là aussi, vous avez un petit peu la dimension. Il fait presque 2000 mètres cubes. Donc pour récupérer l'eau de pluie, mais surtout pour pouvoir la réutiliser. Parce que dans notre projet, on envisage de réutiliser toute l'eau de pluie qui tombera sur le site. De façon à... Alors, je suis désolé, monsieur le président du réseau de l'eau du Dunkerquois, mais on en utilisera un petit peu moins parce qu'on utilisera un peu plus d'eau de pluie. Et on est en train de commencer la construction des unités. Donc, c'est ce que vous pouvez voir de la route. Tous les jours, on monte différents éléments pour pouvoir avoir nos structures. Donc,
En particulier, en termes de dimension, on a une structure qui fait en surface un terrain de foot, 100 mètres sur 80, je crois, et puis qui va faire à peu près 25 mètres de haut. Et une autre qui va faire 40 mètres de haut. Donc on va voir les choses se monter au fur et à mesure. Et pour terminer, une petite vue, elle a été prise la semaine dernière, je crois. Donc tout ça représente à peu près... Alors, lors de la mise en place du projet, cela représentait à peu près 180 millions d'euros. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les prix des matières augmentent pour tout le monde. On a eu comme positionnement d'être à l'écoute de nos fournisseurs et de revaloriser leurs prix. Et ça nous coûte 30 millions. Donc aujourd'hui, le projet est plus aux alentours de 210 millions. 15%. Voilà. Quand j'ai fait la première présentation, j'avais été questionné ou j'avais parlé de l'utilisation des entreprises locales. Donc aujourd'hui, c'est la situation... donc à ce jour, donc sur le camembert de gauche, vous avez la répartition totale de nos commandes, donc aussi bien les services, donc les entreprises qui viennent travailler, qui font des études ou qui réalisent des choses, mais également les matériels. Donc vous voyez, ça représente la partie Hauts-de-France, c'est la partie en rouge, représente 43%, donc du montant de nos commandes. Le reste, c'est... Le violet, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu l'origine d'SNF. Donc, on a en particulier pour certains matériels, on a des accords avec des fournisseurs. On a travaillé de nombreuses années avec eux. Donc, ils connaissent et ils ont été plus compétitifs que les entreprises ici. La partie étranger, qui est la partie en noir, donc ça représente 9%. On a, comme je vous l'ai dit, on a acheté une licence en Japon et donc on a certains matériels qui viennent du Japon. On ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, si j'exclus ces 9%, donc vous avez 91% de nos commandes qui ont été faites en France. Et 43% donc aux Hauts-de-France. Et si vous regardez la partie service, donc hors matériel, donc vraiment les entreprises qui travaillent aujourd'hui sur notre site, c'est à plus de 62% des entreprises locales dans les Hauts-de-France. Donc Hauts-de-France, c'est, de mémoire, 60% des entreprises du 59, donc du Nord, et 60, il doit y avoir 38% des entreprises du Pas-de-Calais, et puis il y a quelques entreprises de l'Oise. Alors, les embauches, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui intéresse tout le monde. Donc on prévoit 172 collaborateurs et ces collaborateurs, on va commencer à les embaucher à partir de... On en a déjà embauché quelques-uns, il y en a d'ailleurs 2 qui sont présents dans la salle. Oui, c'est ça. Voilà. La DRH, c'est ça. On salue d'ailleurs. Voilà, donc... Diane Martel qui est la DRH de la société et Gilbert Pézot qui est la personne en charge de tout ce qui est électricité, instrumentation dans le cadre du projet. Enchanté. Donc le démarrage de l'unité 1 est prévu premier trimestre 2024. Le démarrage de l'unité 2 et 3, deuxième trimestre de 2024. Et donc le gros des embauches va avoir lieu à peu près 3 mois à 6 mois avant. Donc à partir de mi-2023, on va commencer l'embauche de tout ce qui est chef opérateur, par exemple, chef d'unité, des fonctions qui nécessitent beaucoup de formation. Ensuite, 3 mois avant le démarrage, on aura l'embauche des opérateurs, des gens du laboratoire, etc., etc. Je reviendrai un petit peu sur la topologie.
Et donc 2023, ce sera l'embauche des gens pour l'unité 1. Et puis fin 2023, ce sera l'embauche des personnes pour les unités 2 et 3. Donc en termes de topologie, voilà. Donc en fait, la majeure partie des personnes que l'on recherche, ce seront des opérateurs, des caristes, des personnes de laboratoire. Donc ça représente la grande partie de nos embauches. Donc on a mis employés ouvriers. Donc en termes d'agents de maîtrise ou assimilés, ça représente à peu près une vingtaine de pourcents. Et puis il y aura quelques cadres, parce qu'il en faut, 9%. Et en termes d'activité, donc c'est essentiellement naturellement des personnes qui travailleront en tant qu'opérateurs, donc au niveau production. Ensuite, vous avez le laboratoire, les services administratifs, etc. Donc on a vraiment une palette assez complète. Donc on est en train de rédiger des fiches de poste qui vont permettre à chacun de se positionner. On a une CVTech que l'on a construit au fur et à mesure de notre participation aux différents salons ou congrès qui ont pu se faire, dont celui à Gravelines. On doit avoir à peu près 400 CV qu'on essaie de faire vivre, c'est-à-dire qu'on relance régulièrement les différentes personnes pour s'assurer qu'elles sont toujours intéressées et on les informe de notre projet. Quoi dire d'autre sur les... Non, fiches de poste, voilà, c'est ce que j'avais noté. Donc c'est quelque chose qui va monter en puissance à partir de 2023. Pour conclure, donc notre volonté, c'est vraiment d'être une entreprise citoyenne s'inscrivant dans le développement de la région. Comme j'avais pu le dire lors de ma première intervention, on n'est pas là pour faire un coup spot, quoi, pour récupérer des aides et puis partir au bout de 10 ans, comme ce qui s'était passé, je me souviens, il y a quelques années, dans les années 2000. Donc on est là vraiment pour s'engager, pour devenir une entreprise citoyenne. Donc cela passe naturellement, et en tout cas c'est ce que l'on souhaite faire, le respect des engagements. Vous avez vu par exemple l'engagement que j'avais pris pour les entreprises locales, on essaie de le maintenir au maximum. Naturellement un dialogue constructif avec les collectivités et les autorités locales, et je vous remercie encore de donner la parole. Notre construction, on veut qu'elle soit la plus éthique et respectueuse de l'environnement. Pour votre information, on a un écologue qui vient régulièrement sur le chantier pour voir justement par rapport aux faunes, à la flore. On avait d'ailleurs cet été, on avait balisé une zone au milieu des travaux parce qu'il y avait un nid de gravelot, donc des petits oiseaux qui étaient là, et donc on a interrompu et déplacé nos travaux pour leur permettre de grandir. Et notre politique de recrutement, on la veut la plus transparente et naturellement, si possible, la plus locale. Et puis, donc, naturellement, notre volonté, c'est de participer à tous les forums, dont les forums de l'emploi. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Philippe Fanucci pour cette excellente synthèse. Donc, chers collègues, si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc voilà, ne soyez pas timides. Je regarde certains d'entre vous parce que je sais que certains ont des questions. Du moins, je l'espère. Bon, je vais laisser la parole à Raoul Defruy, qui est l'adjoint à la jeunesse. Donc, première question, micro, s'il te plaît, Raoul. Je suis content d'apprendre qu'on va voir justement pour les jeunes beaucoup d'emplois. Enfin, il n'y aura pas que les jeunes, mais disons c'est pour leur donner la possibilité d'avoir des idées de ce qui va arriver. Hein, une autre question, c'est sur l'amener des matières premières. Vous n'en avez pas parlé. Si on peut savoir comment les matières premières elles vont arriver. Alors, pour répondre déjà à votre première question sur les jeunes, on va essayer de
de construire nos embauches au travers d'une pyramide des âges. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre que des jeunes, on ne va pas prendre que des expérimentés, on va essayer de mixer. Et d'ailleurs, dans l'équipe actuelle qui est composée de, pour l'instant, 8 personnes, on est encore petit, ça va de 27 ans, 28 ans à 62 ans. Donc on a une grande palette et notre objectif c'est d'avoir une pyramide la plus cohérente justement pour avoir cette vision d'avenir, parce que si tout le monde à un moment va partir en retraite, c'est un petit peu perturbant. Donc notre volonté c'est d'avoir une pyramide la plus intéressante possible. Et puis vous parliez des jeunes, donc elle sera peut-être un petit peu décalée plus vers la jeunesse que vers l'expérience, ça c'est certain. Mais ce que l'on souhaite, et c'est ce que l'on fait passer comme message, vous l'avez vu dans le camembert que je vous ai présenté, on ne veut pas des super diplômés, on ne veut pas des gens très pointus. On est là et notre rôle, ce sera justement de former les gens à notre métier pour justement permettre à tout le monde, à partir du moment où il a une bonne volonté, il a envie de travailler, de se lever tous les matins, c'est ce genre de profil que l'on recherche. Alors pour répondre à la deuxième question qui est sur nos matières premières, la majeure partie de nos matières premières viendront par voie ferrée. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a un terminal ferroviaire que l'on construit. Alors certains produits, alors au début, comme les unités vont démarrer, etc., on aura peut-être un peu plus de camions que dans le futur. Mais l'objectif, c'est très vite, et en particulier la matière première principale viendra de Rotterdam par train. Ah ben alors pourquoi vous m'avez posé la question? C'était pour vérifier que je ne dise pas trop de bêtises, c'est ça? Et ils sont taquins, hein, monsieur le directeur, ce sont des élus taquins. Ah ouais. Monsieur Villemot, cher Merci Daniel. Bertrand. Moi, ma question est simple. Effectivement, avec Raoul, on est bien au courant du projet. Donc, les questions qu'on va poser, on connaît pour beaucoup les réponses. Toutefois, il y en avait une que j'avais à poser au niveau de la formation. Il était question à un moment, comme ce sont des métiers spécifiques, qu'une partie des gens à former devrait aller sur le site d'Andrézieux. Comment cela va être accompagné par la société ? Donc en termes de formation, on va... Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 3 unités que l'on construit. Il y a 2 unités qui existent déjà à Saint-Étienne, donc à Andrézieux. Donc pour les opérateurs, donc ce sera opérateurs, chefs opérateurs essentiellement, qui seront formés, donc qui iront à Saint-Étienne. Donc pour voir les unités, etc. Et puis on va mettre en place des modules sur place ici pour que les gens puissent pouvoir être formés localement. Donc on aura les 2. Et puis donc la première unité est une licence japonaise. Ça signifie que quelques opérateurs ou chefs opérateurs iront au Japon. Et donc, en termes d'accompagnement, on accompagnera au maximum différentes personnes. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, c'est des questions qui peuvent être posées. Et quand on parle des jeunes aujourd'hui, notamment qui s'adressent à la mission locale, on a déjà des difficultés de mobilité. Et donc, cette question de formation loin de Gravelines, quelque part, c'est qu'est-ce qu'on leur répondra? C'est pour ça que je pose la question. Donc effectivement, la notion d'accompagnement est importante. Et je pense que rapidement, il faudra, je pense à travers aussi les fiches de poste que vous aurez, que les jeunes puissent se mobiliser sur ces postes, se proposer à travers la CVTech que vous avez, mais également leur dire, voilà, cette formation, si elle a lieu plus loin, sachez qu'il y aura du déplacement et comment ils seront accompagnés. Oui, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à réfléchir avec Diane Martel, justement, sur à la fois comment éventuellement convaincre quelqu'un de partir une quinzaine de jours, parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont très attachées, mais on ne laissera pas, entre guillemets, voilà votre billet d'avion, et puis on vous retrouve dans 3 semaines, quoi. Il y aura forcément un accompagnement et un suivi et une prise en charge localement au niveau de
pour former correctement les personnes. Christian De Vos. Oui, Monsieur le Président, vous disiez il y a quelques instants que si les jeunes savaient se lever le matin, il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que l'entreprise ne fonctionne pas 24 heures sur 24 ou... C'était une petite boutade que je faisais parce que on parle beaucoup d'emploi, on parle beaucoup de personnes qui sont malheureusement en recherche d'emploi. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le chantier, on a pris des gens, ils sont venus une journée, le lendemain, ils nous ont dit c'est trop dur. Donc c'est pour ça que je parlais de gens qui sont capables de se lever tous les matins, parce que justement, ils ont envie d'aller travailler. Donc c'est cette partie motivation. Sinon, l'usine fonctionnera 24 heures sur 24. Bien. Julien Veiller. Oui, merci. Moi j'avais deux questions. La première, c'était 172 collaborateurs que vous allez recruter, donc des emplois directs. Est-ce que vous avez de la sous-traitance et des emplois indirects qui vont graviter également autour de l'usine? Et ma deuxième question concerne gouverner, c'est prévoir. Donc vous avez dit, vous avez fait des pré-réservations foncières pour Flocrit 2, je suppose. Quelle superficie et à quelle échéance? Alors, on aura des sous-traitants, forcément des activités que l'on va sous-traiter, même si dans notre approche, il y a certains métiers qui classiquement, pour l'avoir vécu dans ma précédente vie quand j'étais à la BP, par exemple tout ce qui était expédition, tout ce qui était chargement était sous-traité. Nous on a décidé de le garder en interne. Donc c'est pour ça que je parle de caristes. C'est de plus en plus rare d'avoir des caristes qui appartiennent à la société mère. Souvent, c'est des sous-traitants de... Nous, ça fait partie de ce que l'on considère comme étant notre cœur de métier. Donc on aura des sous-traitants néanmoins, par exemple en tuyauterie, chaudronnerie, électricité, instrumentation, même s'il y aura des choses que l'on va mettre en place par nous-mêmes. Et même on va former les opérateurs pour faire de la maintenance de premier niveau, de façon à être le plus efficace possible. Mais vous aurez forcément, je pense au gardiennage par exemple, des activités sous-traitées, tout ce qui est emploi de nettoyage, tout ce qui nécessite finalement soit des compétences particulières. Un soudeur, on n'a pas de quoi occuper un soudeur à l'année, quoi, hein. Donc forcément c'est un type d'activité qui sera sous-traité. Ou une citerne de vidange, on ne va pas investir dans une citerne de vidange pour être utilisée une fois par semaine, quoi. Donc on aura de la sous-traitance qui représentera à peu près une centaine de personnes à peu près. Et concernant votre deuxième question que j'ai mangée, l'extension, pardon, voilà. J'ai noté Flocrit 2, alors je me disais pourquoi j'ai noté Flocrit 2. Aujourd'hui, notre terrain fait 80 hectares. Et juste au sud, on a 40 hectares supplémentaires. Puis on en a un petit peu sur le côté aussi. On a 10 hectares sur le côté, qui sera limité, qui est situé entre notre terrain actuel et puis la future Dars, qui va être construite. Donc en fait, quand utilisera-t-on ces terrains quand finalement quand on aura saturé la première partie? Mais dès maintenant, on loue la deuxième partie. Et également, donc, dans nos idées de travaux, par exemple, la partie qui sera très proche de la Dars, on se dit peut-être, comme la ressource en eau est quand même quelque chose de critique, on se dit le fait d'avoir de l'eau à côté de nous pourra être utilisé en direct, c'est-à-dire que on est en train d'étudier, alors ce ne sera pas pour les unités que l'on a de construire, mais pour les prochaines, on se dit, quand l'eau sera à côté, on envisagera un refroidissement à l'eau de mer, pour éviter le refroidissement avec de l'eau industrielle. Et on est même en train de regarder la possibilité de désaliniser l'eau.
Ce que je vous dis, en fait, ça montre un petit peu la vision et le mode de fonctionnement des SNF, du groupe SNF. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas à l'unité qu'on est en train de construire. Je pourrais vous montrer le plan de l'unité dans 30 ans. On a déjà dessiné les unités, on sait déjà que telle unité sera à tel endroit. Bien. Laurent Notbar. Oui, merci. Monsieur le directeur, donc moi je vais intervenir en tant qu'élu à mobilité et à l'environnement. Votre projet en fait s'inscrit dans un panel plus large d'installation d'entreprises au GPMD avec aussi à terme beaucoup d'embauches. Et pour nous, se pose aussi la question des transports. Alors aussi bien des transports des matières premières quand elles arrivent, des produits finaux quand ils sortent de l'entreprise, mais aussi pour tout ce qui est transport des employés. Donc quand on fait le total de toutes les personnes qui vont travailler dans cette zone, on va dire ouest de la CUD, ça fait des centaines, voire des milliers de personnes. Donc on a un vrai challenge là-dessus sur le déplacement notamment des personnes qui travaillent. Donc il y a des entreprises comme Vercors qui vont travailler notamment sur une autre façon de faire venir leurs employés avec peut-être des transports collectifs, mais aussi faciliter la mobilité douce. D'autant plus que moi je viens à votre usine où justement, en partant de Gravelines déjà, ou en venant de l'autre côté, il y a des pistes cyclables déjà d'un côté, il y en aura d'autres en venant de la partie est. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez entrepris d'étudier finalement une façon de faire venir ces personnes en mobilité douce pour ne pas utiliser les voitures? Donc on va dire là c'est la partie pour les employés. Ensuite, pour les matières premières qui arrivent et les produits finaux qui quittent l'usine, tout à l'heure vous disiez que l'essentiel des matières premières arrive en train, donc ils vont repartir pour une bonne partie. Pour les produits finaux, je crois, c'est aussi via la mer. En termes d'agenda, est-ce que quand l'usine sera en fonction, donc en 2024, est-ce que tout ce qui est extension rail seront terminés, ou est-ce qu'il y aura une période de transition où ça sera du camion? Pareil pour les quais que vous allez, l'extension de la DARS arrivera par la suite. Donc vos produits finis qui partiront par la mer en attendant, où est-ce qu'ils vont partir, où est-ce qu'ils vont être chargés et comment va se faire le transport entre votre usine et ces quais? Parce que pour nous, enfin voilà, cet enjeu de transport des matières, les camions, ça va s'ajouter à d'autres usines et c'est un vrai défi. D'ailleurs, le GPMD, mais je pense que vous êtes dans la boucle, est en train de faire une étude dans un groupe de travail où d'ailleurs les collectivités sont associées pour voir un petit peu tout ce qui sera à faire et réétudier peut-être un petit peu tous ces flux et voir comment tout ça peut se coordonner. Voilà, merci. Alors, je vais répondre à la partie la plus facile qui est celle concernant les produits. Donc, comme je vous l'ai dit, la majeure partie de notre matière première va arriver par wagon. Donc, et on aura, pour le démarrage de l'unité, fini la partie nécessaire pour les unités, en tout cas les unités 1, 2 et 3. Ensuite, quand on construira l'unité 4, on ragrandira notre réseau, mais ce sera notre réseau interne, donc il n'y a pas de point particulier. Les produits partiront essentiellement du site par camion, pour essayer, dans la mesure du possible, soit d'être expédié par conteneur ou des choses comme ça, ou par camion, parce que malheureusement, même simplement pour aller fournir en produit une station de traitement des eaux à Lille, par exemple, je doute qu'il y ait une voie ferrée qui aille jusque Lille. Donc c'est forcément du camion. Mais bon, notre optique, c'est vraiment ce point-là. C'est tout ce qui peut être fait par wagon sera fait par wagon. Ça c'est clair. Concernant le personnel, alors, quand on a travaillé avec le GPMD et puis le département sur la mise en place d'un rond-point, on a insisté sur le fait d'avoir un arrêt de bus à proximité de notre site. Alors c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, on n'a pas la solution idéale encore, mais c'est vrai qu'on essaiera de favoriser les transports en commun, mais il faut être conscient. Quelqu'un qui habite Gravelines, ce sera facile de venir en bus ou de venir même à vélo. On a l'un de nos collaborateurs qui habite Gravelines et qui s'est acheté un vélo électrique pour faire le trajet. Donc ça c'est facile.
Vous prenez quelqu'un qui habite à Zuidcote, c'est un peu plus compliqué pour venir en bus. On n'a pas aujourd'hui travaillé sur un système de transport collectif. Ça, on n'a pas regardé, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder. Tout comme un point, pendant que vous posiez votre question, je réfléchissais également à des solutions. Il faut que l'on travaille, et ça je m'adresse à ma collaboratrice en lui disant il faudra que tu travailles dessus. Il y a peut-être les horaires aussi. On va peut-être réfléchir à faire des horaires où tout le monde ne commence pas à la même heure qu'Aluminium Dunkerque ou que la centrale. Si on peut démarrer 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, une demi-heure plus tôt, ça permet déjà de désengorger potentiellement. C'est quelque chose qu'il faut peut-être que l'on regarde. C'est peut-être pas viable, mais en tout cas c'est une idée. Donc malheureusement, j'ai pas de solution aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Oui. Très bien. Oui, Raoul Defruy. C'est simplement une remarque, une question de vocabulaire. Est-ce que vous avez employé collaborateur, collaboratrice, mais pas employé ni ouvrier? C'est vraiment l'esprit familial un petit peu que j'avais ressenti quand on était allé à la Mole. Je pense que aujourd'hui, le temps des organisations très hiérarchisées avec des relations de pouvoir entre les chefs et les salariés, aujourd'hui, moi mon père était mineur, c'était ce qu'il avait vécu. Il avait un chef il était considéré comme le petit et son chef était plus grand, etc. Aujourd'hui, je pense que si on veut qu'une société puisse perdurer, il faut forcément qu'il y ait cette notion de collaboration. Et on peut pas... C'est comme... je serais presque tenté de dire, c'est comme un conseil municipal. S'il n'y a pas de collaboration, ça devient une dictature, quoi. Et ça ne l'est pas. Et ça l'est pas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets passionnants, hein, donc on pourrait encore évoquer beaucoup de... Oui, Laurie Verstraat. Une petite question économique. Est-ce que vous avez prévu un restaurant d'entreprise où il y aura des retombées directement sur les restaurants de Gravelines notamment? On n'a pas prévu de restaurant d'entreprise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y aura des salariés d'Andrézieux qui vont muter à Gravelines ou c'est pas envisagé ou peu probable? Il y a quelques personnes qui nous ont déjà fait part de leur volonté, de leur souhait de venir. C'est pas énorme. On a en particulier, de mémoire, il doit y avoir 4-5 personnes d'Andrézieux qui ont dit qu'ils souhaitaient venir, au minimum en tout cas pendant une certaine période pour former les gens, ouais, et éventuellement rester. On a même un de nos collaborateurs qui est dans SNF Brésil qui a demandé à venir ici. Ah bon? Ouais. Ah bah. Ah ouais, ça doit être le carnaval, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours une raison officielle et une raison officieuse. Bien, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Hein. Non, c'est nous qui vous remercions de cette transparence. Et bon, on se félicite une nouvelle fois que le groupe ait choisi Gravelines, hein, parce que vous aviez quand même l'embarras du choix. Vous auriez pu faire un autre choix, hein, donc international. Et bon, il y a eu un choix français qui a été fait, et donc on s'en félicite, quoi. Voilà, rendez-vous, j'ai envie de dire, à l'inauguration. Peut-être avant. Peut-être avant, si vous voulez venir visiter le site, il n'y a aucun souci. Oui, on fera une visite de site, là. Voilà. Vous pourrez venir. Merci bien, en tout cas de votre disponibilité. Merci, puis on fera une petite salle d'applaudissements. Voilà. Voilà. À bientôt. Hein. Bien, il faut savourer les bonnes nouvelles. Donc je l'ai...
Bien, moi, je réouvre la séance. J'avais prévu de vous faire part. Voilà, c'est vrai qu'on est en octobre, mais bon, on a eu une excellente saison estivale. Donc je tenais aussi à le rappeler en rappelant quand même qu'on a accueilli 264 600 personnes donc, cet été dans nos structures, 78 000 au parc, 12 000 enfants à la plage de Petit-Fort, 2700 personnes au centre équestre et éducatif, 3200 prestations à la base nautique en forte hausse de 20%, 28 000 prestations à Sportica, 2500 enfants dans les centres de loisirs d'Atouville, 97% de remplissage pour les 40 stages sportifs proposés, 5 689 personnes accueillies au kiosque de plage, 11 000 visiteurs à Vauban-Promenade, 3 500 visiteurs à Tourville, Tourville qui est à la vedette des médias. Vous avez pu voir ce fabuleux reportage sur TF1 il y a quelques jours, dont tout le monde me parle. 467 visiteurs au musée qui fête ses 40 ans cette année, j'y reviendrai tout à l'heure. 3103 participations en animation culturelle, 2221 lecteurs à la bibliothèque de plage, 20 828 passagers de la Canotte. Service gratuit, record d'affluence entre Petit-Fort et Grand-Fort, 259 bateaux de plaisance accueillis dans notre port de Gravelines avec une durée moyenne de 5 jours, donc des nuitées. Des braderies qui ont également connu un taux record d'occupation avec 1069 emplacements vendus sur les 1330 disponibles, soit le double de l'an passé, donc c'était une grosse satisfaction. Un grand nombre de saisonniers qui ont travaillé aussi un mois plutôt que 3 semaines. 3008 visiteurs à notre phare rénové, donc chacun s'accorde à dire que c'est un succès cette rénovation. Et puis également des camping-cars en nombre, taux d'occupation de 75% au niveau des hébergeurs gravelinois, et donc camping-car, je vais vous dire, entre 500 et 600 véhicules sur juillet et 500 et 600 sur le mois d'août qui ont été accueillis. Vous le voyez, des chiffres assez exceptionnels. Donc je voudrais féliciter toutes celles et ceux qui ont travaillé pour qu'il en soit ainsi. Saluer les élus en charge des différentes délégations qui se croisent sur toutes ces compétences tourisme, et puis aussi la direction de l'attractivité qui progressivement prend ses marques, échange, voilà, et on sent quand même aussi des nouvelles pratiques, on évolue, voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Et puis nous avons été confirmés 4 fleurs, c'était pas forcément gagné, les membres du jury avaient, la directrice elle était partie en retraite, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, un peu plus, comment dire, moins expansif, c'est ça, et donc à la visite du jury, on se demandait si ça s'était bien passé ou pas. Voilà, ça reste un examen quelque part. Donc, et puis, voilà, ça a été confirmé. Donc, nous gardons cette 4e fleur. Ça paraît facile, ça ne l'est pas. Il y a eu des villes qui ont eu 4 fleurs et qui, malheureusement, se sont vues rétrogradées. Donc, c'est pas quelque chose d'acquis. Donc, à chaque fois, il faut se remettre au travail et innover. On a quand même eu quelques petites remarques. Et donc il faudra tenir compte, parce que c'est fini le temps des fleurs partout, il faut vraiment être biodiversité, correspondre à l'endroit où on est. Voilà, pour vous donner une anecdote, j'avais été sollicité pour qu'il y ait quelques décorations florales, place de l'esplanade, et donc j'avais donné suite favorablement. Bon, c'était pas dans la tonalité de ce qu'il aurait fallu faire aux yeux des membres du jury, puisque c'est une place d'armes. Donc voilà, elle n'a pas forcément vocation à être fleurie. Donc j'avais eu la remarque, et donc j'avais assumé le fait que j'avais donc fleuri cette place. Donc en tout cas, félicitations à Sébastien Anquet, qui a quand même aussi pris la suite de Jean-François Lotte, donc il y avait une certaine pression, on va le dire comme cela, de garder cette 4e fleur. Et puis à toutes celles et ceux qui sont motivés et qui travaillent avec lui. L'approbation du procès-verbal du Conseil, bon, ça ne posera pas problème, je pense. On s'était vu le 29 juin 2022. Le temps passe vite. Les décisions de la 2022-103 à la 2022-166, vous en avez un certain nombre. Donc je ne vais pas toutes les parcourir, elles sont nombreuses. Il y a pas mal d'avenants, il y a des réévaluations. Il y a eu la bonne nouvelle, nous avons obtenu 1 500 000 € de l'Agence nationale du sport pour l'opération dite des tennis
dans Sportica. Vous savez que nous allons accueillir le basket féminin dans cet ensemble, et puis aussi des activités d'annexe Merlin. Et donc, c'est 6 millions de travaux qui sont engagés actuellement dans Sportica, dont déjà 1 500 000 € de subventions qui nous sont accordées. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'était pas du tout acquis que nous ayons cette subvention à cette hauteur. Donc, je suis comme quoi parfois il faut déclencher, puis après on arrive aussi à obtenir, il faut avoir un peu d'audace. Voilà. Voilà pour ces décisions. Julien Guérard a 2 délibérations à nous proposer. Merci Monsieur le maire. La première concerne la création des emplois permanents. Donc conformément au Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Afin de pourvoir aux besoins de service, il est donc proposé de créer les emplois repris dans le tableau. Donc un directeur du pôle relations citoyennes et services de proximité sur un cadre d'emploi de catégorie A à temps complet et un agent de gestion administratif de catégorie B, rédacteur à temps complet également. Donc l'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'1 an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée pourra donc être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsqu'au terme de la durée fixée au 2e alinéa du Code général de la fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. Le comité technique réuni le 20 septembre 2022 a été informé de la création de ces emplois et la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Julien Guérard, pas de problème, hein, des choses assez statutaires. Donc les délibérations 5 à 10 hein, donc, relèvent de désignation. Donc nous les... Excusez-moi Monsieur le maire. Ah oui, il en les manque prothèses, pardon. Les prothèses. Les prothèses, oui, vous souhaitiez passer les deux dans la foulée. Allez-y. Excusez-moi. Donc la demande de subvention de financement des prothèses auditives, hein, une délibération habituelle mais importante pour les personnes concernées. Le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui a été créé par la loi de l'égalité des chances du 11 février 2005, a pour mission de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap dans les 3 fonctions publiques et le maintien de ces personnes dans l'emploi. Dans ce cadre, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi de leur personnel handicapé. Ainsi, afin de permettre à 2 de nos agents municipaux malentendants de poursuivre leur activité professionnelle dans de bonnes conditions, le médecin de prévention et la cellule handicap du centre de gestion ont été sollicités. Après étude, les dossiers de demande d'aide seront déposés auprès du FIPHFP afin que ce dernier puisse contribuer au financement de prothèses auditives indispensables aux intéressés. Dans le cas présent, le FIPHFP prend en charge le coût des prothèses auditives dans la limite d'un plafond évolutif. Actuellement, c'est 1 700 € par agent, déduction faite des remboursements des régimes obligatoires de la sécurité sociale et complémentaire, c'est-à-dire les mutuelles, et des prestations de compensation du handicap délivrées par la Maison départementale des personnes handicapées. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre en charge le coût restant de la facture des prothèses auditives après déduction des remboursements de la sécurité sociale, des mutuelles et des PCH et de finaliser les instructions des demandes d'aide auprès du FIPHFP. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire. Merci Julien Guérard pour ces 2 délibérations. Donc pas de soucis. Je vous disais donc la délibération de 5 à 10 relève de désignation donc de l'autre groupe de notre conseil municipal. Donc nous relancerons pour obtenir donc un nom en remplacement de monsieur Étienne de la Mensbruge, démissionnaire. Donc nous arrivons à la délibération numéro 11 avec une modification des statuts du CIVOM. Karine Vandenstraten. Merci Monsieur le maire. Alors effectivement, les statuts du CIVOM des Rives de la A et de la Colme doivent être actualisés afin de modifier notamment son siège aux 8 places des messageries à Gravelines, locaux qui ont été inaugurés tout récemment. La modification statutaire permettra également d'actualiser les statuts comme présenté dans l'annexe jointe dont je ne vais pas vous faire une lecture. Alors il y a quelques changements, la compétence d'ératisation qui est remplacée par
éradication des nuisibles. Par ailleurs, le CIVOM souhaite intégrer également une nouvelle compétence pour proposer aux communes une prestation de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'ingénierie à la carte. En application de l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales, pour que les modifications puissent être effectuées dans les statuts du CIVOM, il convient de recueillir sur ces points l'accord du CIVOM des Rives de la A et de la Colme, ainsi que celui des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du CIVOM des Rives de la A. Pour Gravelines, la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Bien, merci Mme Monastratène. Donc, écoutez, je me félicite de l'évolution de ce CIVOM. Donc, à chaque fois, les délibérations sont adoptées à l'unanimité. On arrive quand même à faire pas mal d'opérations et on a un gros programme de travail pour les années qui viennent et qui a été abondé aussi par un fonds de concours de 6 millions d'euros par la communauté urbaine pour des opérations sur Gravelines, Bourbourg, Lonne-Plage et Créuy. Donc d'opérations qui étaient fléchées par le CIVOM, mais voilà, qu'on avait du mal quand même à pouvoir financer et que nous allons pouvoir réaliser. Et concernant Gravelines, bon, il y a l'opération de la base nautique aussi, sur laquelle nous souhaitons avancer, doter d'un équipement moderne qu'on peut trouver sur des littoraux, notre littoral, mais aussi sur d'autres littoraux français, un élément d'attractivité pour notre station de Petit-Fort-Philippe. Un accueil de proximité pour les Gravelinoises et Gravelinois qui veulent un renseignement. Julien Veillère. Merci, monsieur le maire. Le 22 novembre 2019, le conseil municipal avait acté une motion visant à maintenir le centre des finances publiques sur notre territoire. Malheureusement, notre requête n'a été que partiellement entendue, car le centre des impôts s'est délocalisé à Dunkerque, mais la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord va assurer un accueil de proximité sous forme de réception hebdomadaire sur rendez-vous les mardis après-midi de 14h à 16h45. Ces rendez-vous permettront aux Gravelinois et Gravelinoises d'être accompagnés par les services des finances publiques sur la délivrance de renseignements, sur la prise en charge de démarches spécifiques et sur l'accompagnement numérique. Cet accueil de proximité se fera au sein des locaux occupés par le CIVOM, 6-8 Place des Messageries, lieu de l'ancien centre des impôts. La prise de rendez-vous peut être réalisée par l'usager, soit à partir de son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr, soit à l'accueil de la mairie en complétant une fiche de contact. Une convention tripartie CIVOM, Ville de Gravelines et DRFIP doit donc définir précisément les conditions d'occupation du bureau mis à disposition et les modalités de mise en œuvre de ce service. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer la convention à intervenir pour la mise en place de l'accueil de proximité des finances publiques sur la commune de Gravelines. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Julien Veillère. C'est un service sur lequel il faudra communiquer de manière à faire en sorte que celles et ceux qui ont des questions par rapport à leur fiscalité puissent obtenir des réponses. Donc c'est le mardi, c'est bien cela. Ensuite, nous avons une délibération concernant la mise en place d'un totem. Marie-Madeleine Dubois. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique de valorisation du cadre de vie, la ville de Gravelines a installé des totems au niveau des entrées principales de la commune. Ces mobiliers mettent notamment en avant les différents labels obtenus par la ville. L'un de ces totems étant situé sur le domaine public routier départemental, les parties concernées par cette opération se sont rapprochées afin de définir dans une convention les conditions d'occupation du domaine public routier départemental, les dispositions techniques, administratives et financières. Cette convention précise également les obligations de la commune en matière d'exploitation et d'entretien des ouvrages réalisés ainsi que de ses responsabilités. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Madame Dubois. Voilà, donc ça, il s'agit de régulariser avec le département. Réalisé donc en insertion, je tiens à le préciser aussi, par l'association Agir. Daniel Villemot allait me le rappeler, mais il n'en a pas eu le temps. Voilà, donc merci à
à agir de sa mobilisation, il faut aussi permettre aux agents donc, de réaliser un certain nombre d'éléments et de se sentir pleinement utile. C'est important ce sentiment, n'est-ce pas, Monsieur le Président, cher Danny Boll. La dénomination du chemin de ronde Michel Kerkhoff, chemin de ronde que nous avons inauguré récemment. Merci, monsieur le maire. Mon dossier est parti. Voilà. Jackie Mersman, qui était adjointe à monsieur le maire de Gravelines de 2001 à 2014, était en charge notamment de l'administration générale, des affaires démographiques et de la restauration du patrimoine historique, du développement portuaire. Et pendant ces différents mandats, elle s'est vraiment employée au développement de la ville de Gravelines, sur les plans économiques, touristiques, patrimonial et nautiques. Elle a œuvré très activement à la valorisation du patrimoine gravelinois, avec notamment le lancement de la rénovation du chemin de ronde en 2005, l'inscription du beffroi de Gravelines sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore le classement de la ville au guide et label les plus beaux des Tours de France. En hommage à Jackie Mersman, il est proposé au conseil municipal que le chemin de ronde porte son nom et soit donc dénommé chemin de ronde Jackie Mersman. La commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Madame Kerkhoff. Donc chemin de ronde que nous avons, je vous le disais, inauguré. Il n'était pas totalement terminé. On me précise qu'au cours de ce dernier trimestre, on va donc procéder à l'achèvement. Il reste les points de vue sur les plans d'eau. Il y a des problèmes de fourniture de matériel, m'a-t-on précisé. Donc j'espère que tout cela sera terminé pour la fin de l'année. Et donc et pouvoir ensuite exploiter cette poudrière, Madame Kerkhoff, donc qui sera un élément complémentaire dans le patrimoine gravelinois. Voilà, écoutez, une petite pensée pour Madame Mersman. Dans le domaine culturel, je voulais aussi que nous ayons un petit passage consacré aux 40 ans du musée, puisque notre musée du dessin de l'Estampes a 40 ans. Le temps passe, il a été créé en 82, il compte plus de 22 000 œuvres, essentiellement des gravures, qui couvrent la période du XVe siècle à nos jours. Je rappellerai que l'histoire du musée est étroitement liée à celle du groupe de Gravelines, fondé en 1960 et animé par quelqu'un de bien connu, Arthur Van Eyck, que nous avons d'ailleurs côtoyé et apprécié. Arthur Van Eyck aspirait à faire connaître l'art de son époque. Il avait la volonté de rassembler dans des expositions collectives gratuites et annuelles les membres du groupe et des artistes invités. En 1970, le peintre Arthur Van Eyck cède la présidence du groupe au sculpteur Charles Gaden, d'où ses sculptures dans les jardins de l'Arsenal, si typique de notre jardin. Le rythme des expositions collectives se met en œuvre. Rien ne prédestinait Gravelines à devenir un lieu incontournable de la gravure. Quand pour lever des fonds, Gaden propose aux artistes de réaliser une matrice eau forte ou pierre lithographique et de l'offrir à l'association qui se charge d'imprimer des estampes à une 50aine d'exemplaires. C'est le début des éditions d'estampes réalisées à Gravelines. En 1973, après la grande exposition Marcel Gromer, la ville achète les gravures de l'artiste. Albert Anvers, maire de Gravelines, annonce en 1975 le projet d'une collection municipale du dessin et de l'estampe, préfiguration d'un musée. Le groupe de Gravelines change ses statuts pour soutenir le projet de création d'un musée de France contrôlé par l'État spécialisé en art graphique. Les expositions du musée démontrent aujourd'hui la particularité et la diversité de l'estampe, son dynamisme et son actualité. Les ateliers de gravure aussi, qui ont un succès, qui accueillent des personnes de partout, sont encore aujourd'hui régulièrement proposés. C'est aussi une bibliothèque ouverte au public, des résidences d'artistes, une boutique. Donc je vous le disais, donc 40 années d'existence, avec tout un programme pour cet anniversaire. Il y a des choses qui se sont passées, des choses à venir. Le samedi 15 octobre de 15h à 18h, atelier découverte comme un peintre, la gravure au sucre, public adulte. Lundi 24 octobre, un stage enfant, le dédale du papier.
Et le vendredi 4 novembre, un atelier découverte, Charles Héquez, l'horizon sensible. Chaque premier dimanche du mois de 14h à 17h30, un guide sera présent en continu dans le musée pour répondre à vos questions, discuter autour d'une œuvre ou présenter un artiste. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire la promotion de notre musée du dessin et des cendres, qui est connu quand même par des personnes qui apprécient l'art, et puis aussi ce plan relief qui est aussi un élément remarquable qui permet d'appréhender le patrimoine. Voilà, je voulais saluer un peu toute l'équipe, Virginie Conneron, la directrice, et toute l'équipe qui anime avec cœur ce musée. Nous arrivons à la délibération suivante. Avant cela, je voulais donc vous faire un point sur ce que nous appelons le plan de sobriété énergétique. Vous le savez, nous sommes confrontés à une hausse inédite. Nous ne sommes pas un élément isolé, hein. C'est un phénomène général, mais de par le nombre d'équipements que nous avons, nous sommes, disons-le, particulièrement impactés par les effets de la hausse vertigineuse du prix du gaz et de l'électricité. Notre ville a attribué il y a environ une quinzaine de jours les marchés de fourniture d'énergie, de gaz et d'électricité pour l'ensemble de nos bâtiments, incluant le CCAS, le CIVOM, la régie de Sportica, pour les 3 années à venir. Nous nous attendions à une hausse, comme j'ai eu l'occasion de le préciser, mais disons-le, pas à cette hauteur vertigineuse. Concernant le gaz, en effet, le coût net en année pleine pour la ville, incluant l'équipement Sportica et tous nos bâtiments, va ainsi passer, si nous consommons la même chose, de 665 000 € par an à 2 380 000 € à consommation égale, soit une hausse de 1 715 000 € multiplication par 3,5 du prix du mètre cube de gaz. Concernant le coût de l'électricité, c'est aussi significatif, un peu moins, mais tout de même, le coût net en année pleine va passer de 1 360 000 € à 2 280 000 € à consommation égale, soit une hausse de 920 000 €. 70% d'augmentation pour le prix de l'électricité. Au global, chers collègues, c'est donc environ 2 600 000 € de dépenses nettes supplémentaires que nous aurons donc à acquitter sur le budget 2023 dans un contexte, vous le savez, de quasi-stagnation des recettes. Depuis 2001, nous avons toujours eu à cœur de gérer au mieux cette ville de Gravelines en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, ce sans augmenter les taux des impôts communaux, taxes foncières, taxes d'habitation, rester au même niveau, et tout en divisant par 2 le montant de la dette communale. Pour autant, cette hausse des fluides brutale et sans précédent nous met, disons-le, dans une situation financière inédite qui nous oblige à prendre rapidement, c'est ce que nous avons fait, des mesures d'économie que je vais vous exprimer succinctement. Ce plan de sobriété qui va être transmis à la population dans les prochains jours se compose donc en 2 axes, intitulés « Agir aujourd'hui et préparer demain ». Ainsi, le premier objectif de ce plan est de fermer et de limiter l'utilisation des équipements énergivores, à savoir la piscine municipale et la salle Norbert Merlin. 2 équipements particulièrement énergivores, je vous le disais, et très mal isolés, qui seront donc fermés provisoirement, je précise, provisoirement. Une concertation avec les clubs que j'ai pu mener et les structures utilisatrices a été réalisée pour une nouvelle ventilation des créneaux d'utilisation. L'ensemble des créneaux concernant la piscine municipale vont être reportés sur Sportica et les créneaux de la salle Norbert Merlin vont être reportés sur la salle des sports, notamment, pas entièrement, mais la salle des sports du GESLA. L'amplitude horaire d'utilisation des équipements sportifs, culturels et associatifs sur la période hivernale sera réduite afin de diminuer la consommation d'énergie lorsque les bâtiments ne sont pas occupés. Un travail fin est actuellement réalisé sur les plannings d'utilisation des salles pour les optimiser et les adapter aux nouveaux horaires d'ouverture. Enfin, certains équipements pourront être fermés pendant les vacances scolaires et les vacances hivernales. Le deuxième objectif de ce plan est de mieux adapter la chauffe à l'utilisation des bâtiments. Ainsi, la température des établissements sportifs, administratifs et culturels sera modulée pour atteindre les seuils réglementaires. Parfois, on était au-dessus des seuils réglementaires. Donc là, on va se mettre
au niveau des seuils réglementaires. La température des établissements scolaires sera également diminuée d'1 degré en journée, sauf pour les classes de maternelle et les crèches. Je tiens bien sûr à le préciser. Pendant la nuit, la température sera diminuée. Quant à la piscine de Sportica, elle perdra 2 degrés pour se mettre à 27 degrés, qui est un peu ce qui est pratiqué dans les différentes piscines. Concernant les bâtiments administratifs, la période de chauffe sera réduite. Elle commencera 30 minutes plus tard le matin et se terminera 30 minutes plus tôt le soir. Le chauffage sera également totalement coupé pendant la nuit. Enfin, le troisième objectif de ce plan concerne la baisse de l'éclairage public, objet de notre délibération. D'une part, avec une extinction de tous les éclairages ornementaux, l'hôtel de ville, les églises, le phare, pour n'en citer que quelques-uns. Et d'autre part, vient l'interruption de l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Le plan de sobriété vise également à préparer demain pour veiller à continuer d'optimiser nos dépenses énergétiques et à poursuivre la baisse de la consommation de nos bâtiments. C'est ainsi que nous allons maintenir les efforts de travaux pour économiser de l'énergie dans la poursuite des actions de réhabilitation déjà engagées, avec une attention particulière portée aux principaux bâtiments consommateurs d'énergie. La transition d'éclairage public entamée en 2008 sera optimisée avec un objectif de 92% d'éclairage via les sources dites LED, qui sera atteint d'ici la fin de cette année. La consommation des bâtiments communaux sera également améliorée via la mise en place de contrôles progressifs sur les températures, la déperdition, les consommations, la télérelève pour les compteurs d'eau, d'électricité et de gaz. Enfin, de par sa taille et son âge, une attention particulière sera portée sur Sportica, principal consommateur d'énergie de la ville. Une réhabilitation thermique devrait être lancée progressivement, elle est déjà entamée, avec les travaux de l'espace multisport, qui devrait faire baisser, me dit-on, de 30% la consommation énergétique. Ces différents objectifs se conjugueront également avec une vigilance accrue de la part de tous. Un courrier est prévu pour les présidents d'associations, pour les salariés, mais également pour les directeurs d'école en complément de la population, expliquant de manière plus détaillée encore ce que je vous exprime à l'instant. Les associations, je vous le disais, seront également sensibilisées pour éviter les surchauffes. Associations qui gèrent des équipements communaux, donc voilà, c'est aussi à elles d'être notre relais dans ces équipements. Certaines qui gèrent les plus grands équipements doivent aussi mettre en place un plan de sobriété énergétique. Sportica aura par exemple son propre plan de sobriété énergétique. Nous demanderons aussi à Touville d'avoir son propre plan de sobriété énergétique, etc., etc., pour les structures qui gèrent des bâtiments avec un volume assez conséquent. Enfin, les écoles participeront aussi à l'effort demandé en ayant une vigilance sur l'aération des classes, la fermeture des portes, la gestion des flux. Les différents éléments de ce plan seront communiqués dès demain à travers un document général à destination de la population et, je vous le disais, 3 autres documents spécifiques pour les directrices et directeurs d'école, les présidents d'associations et les agents communaux seront également diffusés. À travers ce plan, sur un total de 2,6 millions de dépenses supplémentaires, on espère récupérer 600 000 €. On sera incapable de récupérer l'intégralité de cette hausse de 2,6 millions €. L'objectif cible, j'arrondis parce que c'est un peu moins de 550, 600 000 €, c'est l'objectif de récupérer par des efforts cette somme. Il restera les 2 millions supplémentaires, mais ça, ce sera réintégré dans le budget 2023, donc on aura d'autres types d'efforts à faire en complément des efforts de réduction des consommations énergétiques. J'ai quelques chiffres un peu pour illustrer. Alors après, c'est toujours un petit peu à prendre avec un certain recul ces chiffres, mais ça donne des idées. Comment on fait pour arriver à ces 600 000 ? La piscine municipale, c'est 210 000 € d'économie, sa fermeture. La salle Lambert Merlin, environ 50 000 €. La limitation de l'amplitude horaire des équipements sportifs, culturels, associatifs, c'est 70 000 € d'économie. La réduction des températures des bâtiments sportifs, c'est 37 000 €. La réduction des températures des bâtiments administratifs, c'est 38 000 €. La réduction des températures des bâtiments culturels, c'est 60 000 €. La réduction des températures des écoles, c'est 13 000 €. La baisse des températures de l'eau et des plages des bassins de la piscine de Sportica, c'est 55 000 €. La coupure de l'éclairage public une partie de la nuit, c'est 50 000 €.
Voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour relayer cela autour de vous, expliquer les raisons de cette hausse. Peut-être qu'il y aura des avancées au niveau du gouvernement, peut-être qu'il y aura des avancées au niveau de la communauté urbaine que j'ai sollicité, mais en attendant, on ne peut pas laisser courir les dépenses parce qu'il faut régler les factures. Donc il faut que dès maintenant, c'est ce qu'on a commencé à faire. Déjà, vous voyez que ce soir, ce n'est pas la canicule dans la salle de l'hôtel de ville, veuillez m'en excuser, mais on va démarrer. Bon, comme là, ce grand lustre, on va devoir imaginer aussi une solution moins énergivore. Ça fera l'objet des réflexions dans les jours à venir. Il y a eu beaucoup de travail de fait déjà et je voudrais saluer les services qui ont été mobilisés. Donc tout cela nous amène donc à m'autoriser donc à procéder à cette extinction partielle et provisoire de l'éclairage public. Je ne cache pas que ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça. Je ne pensais pas avoir un jour à le faire. Je le dis aussi parce que ça avait déjà été une mesure qui avait déjà été discutée lorsqu'on parlait de réduction. Bon, je n'étais pas non plus trop emballé à ça, mais aujourd'hui, j'irais, le contexte m'impose cette décision, nous impose cette décision. Donc notre réseau d'éclairage public, quand même, vous en dire quelques mots, c'est 3200 points lumineux pilotés par 86 armoires. Sur ces 86 armoires, 79, mon cher Claude, sont programmables manuellement. Il faudra compter 2 semaines d'intervention pour une programmation complète de ces armoires. Et les 2347 points lumineux associés. Et 7 doivent être équipés d'une horloge qui sera programmable à distance pour les 853 points lumineux concernés. Donc dès que la délibération ce soir aura été mise en œuvre, aura été votée, nous serons en capacité sous 2 semaines d'éteindre 2347 mâts. Voilà, les 800, voilà, donc il restera 853 mâts qui pourront l'être dès l'installation des horloges manquantes. Il faudra compter 5 semaines, ce ne sera pas tout de suite. A noter que l'extinction des mâts se fera au fur et à mesure de la reprogrammation des horloges existantes et que chaque nouvelle programmation nécessitera ce même délai de 2 semaines. Nous avions eu la question s'il n'était pas gênant d'éteindre vis-à-vis de la durée de vie des LED, si ce n'était pas un problème de procéder à leur extinction. Et on me confirme que non, le fait d'éteindre partiellement l'éclairage public ne réduit pas la durée de vie des lampes, estimée à 100 000 heures. Donc voilà, ceci fonctionnant jusqu'à minuit, c'est l'heure sur laquelle nous nous sommes arrêtés, mais bon, c'est évolutif. On verra aussi un peu en avançant comment les choses se passent, et puis on ajustera si nécessaire. Voilà, donc je vous propose donc de m'autoriser donc à approuver le principe d'extension partielle et provisoire de l'éclairage public, qui sera programmé initialement de minuit à 5 heures, dès que les horloges astronomiques seront installées et programmées, et de m'autoriser donc à prendre des arrêtés précisant les modalités d'application de cette mesure, en particulier les lieux concernés, les horaires d'extinction, les mesures d'information. Beaucoup de villes ont déjà pris ce type de mesures. Au train où ça va, je pense qu'elles prendront toutes ce type de mesures. Bon, encore une fois, dès que nous serons revenus à une situation que je qualifierais de normale, ben nous reprocéderons. Voilà, on verra un petit peu après aussi le ressenti de la population et puis comment tout cela est accueilli, si je puis dire. Voilà pour cette délibération qui donc devance une motion, parce qu'on fait ça, encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur. Donc, bon, ça, c'est le document, hein, donc là, il y a une motion qui vous est proposée, qui reprend ce que je vous ai dit. Donc, on demande au gouvernement un plan d'urgence afin de ne pas avoir à arbitrer entre équilibre du budget et continuité des services publics. Donc voilà, c'est une délibération qui est portée par les maires de France. Bon, il y a des villes, c'est encore pire, hein. Nous, c'est multiplié par 3,5, mais il y a des villes, il y a eu le maire de Neuilly-sur-Marne, ça atteignait des sommets, c'était multiplié par 6 ou 7, le prix du gaz et de l'électricité. Donc il y a des villes, après tout le monde ne sort pas de son contrat au même moment,
Il y a des villes qui sont encore sous un contrat, entre guillemets, dit protecteur, donc qui sortiront plus tard. Nous sommes sortis, si je puis dire, à ce moment un peu tendu, et ce qui explique notamment cette hausse. Donc voilà pour cette motion pour un plan d'urgence de l'État pour les collectivités locales. Il y a des avancées, mais bon, il y a tellement de conditions qu'on n'est pas forcément éligible. Donc il y a encore eu des avancées, j'ai vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est pas encore voté, mais il y a toute une série de discussions sur ces plans de soutien aux collectivités. Donc ça, c'était la première motion. Il y a donc une deuxième motion qui concerne cette fois-ci le quai à Pont-d'Éreux Ouest, bien connu à Gravelines. Donc je vais laisser le soin à Laurent Notbar de nous expliquer le pourquoi de cette motion. Merci Monsieur le maire. Donc oui, une motion que je vous présente pour l'utilisation du quai à Pont-d'Éreux Ouest compatible avec les zones urbanisées à proximité. En fait, après 40 ans d'activité, le quai à Pont-d'Éreux Ouest, dit QPO, a fermé ses portes le 31 décembre 2021. Pour autant, dans le contexte de fort essor de l'activité économique avec notamment l'installation de nouvelles entreprises telles que SNF, Clairbout et Vercors, etc., ce quai en eau profonde reste une opportunité pour le développement du grand port maritime de Dunkerque et tout le territoire du Dunkerquois. La ville de Gravelines soutient ainsi tout nouveau projet qui viserait à exploiter dans des conditions optimales du respect de l'environnement ce quai, source de création d'emplois et de valeur ajoutée. Cependant, nous tenons à rappeler expressément que depuis sa création en 1982 jusqu'à sa fermeture récente, l'utilisation du quai pour stocker et transporter du minerai et du charbon pour le compte du grand port maritime de Dunkerque et les entreprises sises sur son territoire a conduit à de trop récurrents phénomènes de pollution provoquant l'inquiétude et l'exaspération légitime de notre population. La ville de Gravelines, et notamment le quartier des Huttes, ont été très régulièrement soumis à de forts épisodes de poussière sédimentable émises par les entreprises de la zone industrielle, notamment sur le quai à Pont-d'Éreux Ouest. Ce point a pu être objectivé grâce aux nombreuses études menées par le Secrétariat permanent pour la prévention de pollution industrielle et l'Université du littoral Côte-d'Opale. Les seuils d'émission de l'arrêté en vigueur ont été dépassés à plusieurs reprises. Aussi, fort de l'expérience acquise au fil des années, nous sollicitons le grand port maritime et les services de l'État afin que ceux-ci tiennent expressément compte de la proximité de ces installations avec les habitants dans le choix de l'activité qui y sera implantée. Nous rappelons de nouveau le constat partagé par tous de l'inefficacité avérée des mesures de limitation de l'envol de poussière et demandons par conséquent que ce secteur du grand port maritime n'accueille définitivement plus de stockage de produits pulvérulents. Tout impact constaté sur la vie des riverains fera l'objet de mesures objectivées par huissier et la commune se réservera le droit d'ester en justice auprès des autorités et des entreprises responsables de ces émissions et pollutions. Donc voilà, monsieur le maire. Voilà, merci, monsieur le maire. Oui, il m'a semblé important de clarifier notre position avant que des décisions soient prises. Donc voilà, et on sera extrêmement vigilant. C'est un sujet toujours un peu récurrent, donc je souhaite vraiment qu'on arrive à le maîtriser. Je souhaitais aussi que, monsieur le maire, vous puissiez nous dire un mot sur l'étude bruit par rapport à Aluminium Dunkerque. Les citoyens s'étaient plaints d'un bruit sourd et donc il y a une étude qui a été menée. Oui, alors donc avec le S3PI, nous travaillons sur une étude bruit suite à plusieurs plaintes il y a 2-3 ans, même 3-4 ans, différents riverains dans différents quartiers de Gravelines. Donc le S3PI a engagé une étude. Un premier bilan a été fait lors d'une commission cadre de vie environnement fin 2021, où il a été expliqué un petit peu que des études aussi bien sur Petit-Fort ou Huttes ont montré des résultats plutôt dans la moyenne. On n'avait pas de seuil dépassé, notamment sur Petit-Fort où c'était moins fort que sur les Huttes. Donc il a été décidé en 2022 de déplacer et de recommencer de nouveaux enregistrements plus centrés sur les Huttes, parce que les mesures ont aussi montré, et des retours de riverains, qu'une usine
peut-être bien Aluminium Dunkerque serait à l'origine, et cette entreprise a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps, puisqu'elle a décidé elle-même de financer une étude complète avec des poses de sondes sur le site et des sondes aussi dans le Gravelines. Et elle a fait appel à une boîte d'ingénierie pour faire cette étude. Donc voilà, elle prend tout à fait ce problème à la source. Et donc là, les sondes viennent d'être installées hein, vraiment très récemment, et l'étude va commencer. On essaiera de voir si on peut, lors du prochain bilan du S3PI, notamment sur le bruit, en fin d'année, en commission, on verra si Aluminium Dunkerque aura des données objectivées à nous présenter. En tout cas, on suit effectivement aussi ce sujet-là de très près. Alors, le bruit, c'est un sujet qui est assez préoccupant aujourd'hui, notamment avec Frontex. Je voulais revenir dessus aussi, cet avion qui survole notre littoral depuis maintenant plusieurs mois. Donc suite au drame qui a eu lieu en mer où 27 migrants avaient péri, si vous vous souvenez, la France a demandé l'aide à l'Europe pour financer une surveillance du littoral, pour essayer de mieux percevoir en fait tout ce qui était passage et essayer d'intervenir au plus tôt pour les secourir éventuellement. Donc des avions payés par Frontex ont été mis en place. Ils sont basés sur l'île et ils se prépositionnent aussi sur le Touquet, c'est les deux, et puis ils font des allers-retours le long du littoral. Malheureusement, c'est des survols qui ne sont pas à très haute altitude, donc ils causent du bruit. Plusieurs plaintes ont été émises par les riverains, ça a été aussi relayé par différentes collectivités. Au niveau de l'État, bon, pour l'instant, il n'y a pas de décisions qui sont prises de changer cette façon de faire. Pour vous donner aussi une information, il avait été question peut-être à un moment de faire cette surveillance par drone, qui aurait pu être moins brillante, mais ça n'a pas été conclusif pour le moment. Donc on restera pour le moment sur du survol d'avion, malheureusement. Bien, merci M. Notbar pour ce point sur ces sujets. Autre motion concernant une aide de l'État qui est sollicitée. Bon, vous le savez, nous sommes confrontés à la problématique, bon nombre de communes littorales, à la problématique de celles et ceux qui veulent un avenir meilleur en Angleterre. Et donc, notre commune est devenue un lieu de passage et d'embarquement sur des bateaux. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, moi, ça m'est arrivé de pouvoir voir ces personnes partir sur ces frêles esquives avec ces petits moteurs. Donc voilà, traverser le Channel quand même, c'est pas rien. Donc elles laissent leurs affaires, leurs effets personnels, et donc nous sommes amenés tous les jours à collecter tout cela et donc à éliminer tout cela. Et donc bon, j'ai quand même demandé au service de chiffrer ce que ça représente. C'est quand même une charge pour la commune d'environ 100 000 € annuels, donc dans le contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est toujours du plus, quoi. Donc j'ai demandé à l'État je demande à l'État, en votre nom, à tous, par cette motion, de nous aider en participant d'une manière ou d'une autre à la prise en charge de ces dépenses. J'ai demandé aussi à la centrale nucléaire de nettoyer la parcelle qui l'a concernée. C'est ce qui a été fait récemment. Donc il le fallait. La population, pour elle, tout ça est un ensemble. Donc il y a des terrains villes, il y a des terrains CUL, il y a des terrains EDF. Donc un nettoyage a été réalisé à notre demande. Une réunion sur place a eu lieu avec le sous-préfet. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait de nouveau une réunion, à ce que nous puissions nous mettre au point sur la suite de tout cela, puisque bien évidemment le problème reste entier. Voilà, donc une motion pour cela. Je voulais vous dire aussi que le débat public pour l'EPR, c'est parti. Donc le 14 février 2022, la Commission nationale du débat public a été saisie par EDF et RTE conjointement sur la mise en œuvre d'un programme de 6 réacteurs nucléaires de type EPR2, dont les 2 premiers seraient situés sur le site de Penly. Une commission donc particulière de débat public a été constituée le 6 avril 2022 avec Michel Badret, désigné président de la commission particulière. Le 7 septembre dernier, la CNDP, Commission nationale du débat public, a validé le dossier du maître d'ouvrage EDF et de RTE, ainsi que les modalités et le calendrier du débat public. Le débat va donc se dérouler du 27 octobre au 27 février
2023. Dans le cadre du document remis par EDF et RTE, il est rappelé le programme industriel d'EDF de construction de 3 paires de réacteurs EPR2, dont le premier est situé sur le site de Penly. Le site de Penly comprend actuellement 2 réacteurs nucléaires de 1300 MW. Lors du débat public, les alternatives au projet seront également abordées. Selon EDF, le coût du programme dans son ensemble est estimé sur la base de 6 réacteurs EPR2 à un peu plus de 50 milliards d'euros. Et le coût de la première paire de PR2 pour le site de Penly est de l'ordre de 17 milliards d'euros. Le 27 septembre dernier, les équipes du débat public étaient sur le site de Penly. Les premières rencontres sont donc les suivantes. Le 27 octobre, Dieppe et Paris. Le 8 novembre, Paris. Le 22 novembre, Saclay. Le 1er décembre, Caen. Le 12 décembre, Petit-Caux. Le 12 janvier, le Tréport ou E. Le 19 et 26 janvier, à Lille. Le 2 février, à Lyon. Le 16 février à Tours et le 27 février à Rouen et Paris. Parce qu'en fait, il y a à la fois le débat sur Penly, mais il y a à la fois le débat global sur les 6 EPR, enfin les 3 paires d'EPR pour être précis. Voilà, donc si celles et ceux déjà notés à vos agendas, le 19 et le 26 janvier à Lille, ça peut être intéressant que certains d'entre nous puissions être présents. Je n'exclus pas d'aller aussi, moi, à une réunion sur Penly. Et je demandais aussi à Céline Leric, qui est chargée de l'émission Affaires publiques, de suivre quelques réunions publiques, de manière un peu à appréhender ce sujet, de voir comment c'est traité à Penly, comment ils abordent un peu l'aspect hébergement, les travaux. On est devant quand même une telle ampleur, donc il y a beaucoup de sujets à réfléchir, et donc il faut qu'on se mobilise sur ce sujet, parce qu'après Penly, si tout se passe bien, c'est Gravelines. Et donc vous avez compris que le gouvernement voulait accélérer les choses, et donc voilà, on sent quand même qu'il y a une volonté qui est en mouvement. Vous dire aussi que les travaux des Perret avancent bien. J'ai obtenu le calendrier pour savoir quand est-ce que les choses qui ont été faites sur Grandfort, et maintenant ça va enchaîner sur différents tronçons, hein, donc tout ça va s'étaler de mars 2023 à mars 2024, hein, donc de manière à ce que tout le tronçon de Petit-Fort, hein, de la digue du Chenal, va être refait, hein, un peu à l'image de ce qui a déjà été fait sur Grandfort. Donc ils vont poursuivre l'ensemble des Perret, hein, vous avez pu constater le travail qui a été fait, qui est quand même assez conséquent. Vous dire aussi que dimanche, ce sera les boucles de l'A, le 15 et 16 octobre, sur 2 jours, avec un parcours pour la première fois aussi de 20 km. Hein, donc on n'avait pas le 20 km jusqu'à présent, donc c'était aussi une volonté de certains autour de cette table qu'il y ait un 20 km, donc il va donc avoir lieu. Donc le samedi, c'est la randonnée pédestre, il y a aussi une randonnée, donc 10 km, et le dimanche, donc ce dimanche-ci, course nature, 20,4 km, 8h30, course populaire, donc 6,7 km en nature, la performance est à 10h30, parcours family baby run 400 mètres, c'est pour les tout petits, 11h45, les super-héros 700 mètres, 11h50, le parcours Kid Run 1500 mètres, midi, et la course Benjamin 2,8 km à 12h10. Les inscriptions donc, seront clôturées le vendredi 14 octobre. Donc, je profite d'être au conseil pour faire la publicité encore du parcours, donc, qui se déroulera au parc, hein, donc, avec également aussi un stand du dépistage dans le cadre d'Octobre Rose. Donc des partenaires santé animeront un village prévention santé lors des boucles de l'A le dimanche 16 octobre. Information sur les soins de support, information sur le dépistage, sensibilisation sur toute cette nécessité, hein, de ces actions de prévention, ateliers sur l'équilibre alimentaire, parcours psychomoteur pour les enfants. Donc tout ça, ce sera sur le site du parc. Plus tard, j'en fais aussi un peu la publicité parce que c'est important, un chapiteau de 2500 places qui vient plusieurs jours, 10, 11, 12 et 13 novembre. C'est donc le premier festival international du cirque des Hauts-de-France qui vient donc sur le site du parc avec quand même un grand nombre de représentations.
Donc il faut vraiment drainer beaucoup de monde. On va faire en sorte que nos écoles puissent y participer avec des numéros de très, très haute voltige, hein, si je puis dire, hein, donc dans tous les domaines. Donc on aura vraiment, des grands moments sous ce plus grand chapiteau d'Europe. Donc avec 3 représentations chaque jour, le 10, le 11, le 12, le 13. Donc voilà, donc des places numérotées. Enfin, tout ça est en ligne. Hein, donc vous dire aussi, et je terminerai là-dessus, que nous avons désormais une application Gravelines et vous, donc que vous pouvez donc télécharger. Voilà, c'est gratuit. J'ai envie de dire, ça peut rapporter gros. Ça peut vous permettre aussi de nous informer d'un problème qui peut exister à tel ou tel endroit, et puis on s'efforcera de le régler aussi vite que possible. Saluer aussi l'action menée récemment par Cédric Liagre de formation au premier secours, au geste des premiers secours, voilà, avec les commerçants, au geste qui sauve. Merci Madame Bossard. Donc on s'en félicite aussi de l'application des commerçants, hein, et puis de tous celles et ceux. Et donc nous aussi, il faudra aussi qu'on se reforme au geste et au premier secours, ou qu'on se forme pour celles et ceux qui ne l'ont jamais fait. Voilà, et je m'arrête là pour vous remercier de votre écoute, et puis vous souhaiter une bonne soirée, et puis vous dire qu'on votera le budget non pas en décembre, hein, mais beaucoup plus tard, car dans le contexte, on ne sait pas de quoi tout à fait demain sera fait. Donc on va attendre vraiment d'avoir des précisions détaillées sur l'état des finances, des recettes, pour pouvoir voter le budget le plus précis possible, et donc on fera ça fin mars. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et merci de votre présence.